Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du film dont tout le monde parle en ce moment, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, un film français réalisé par Martin Bourboulon et réunissant un casting 5 étoiles. Il s'agit d'une adaptation du célèbre roman de KPDP, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. D'Artagnan, un jeune Gascon, rejoint Paris dans l'espoir d'intégrer le corps militaire des mousquetaires. Il va s'engager dans une aventure haletante au cœur de complots politiques dans un royaume de France au bord de guerres de religion. Le film s'annonce comme une des plus grosses productions françaises des dernières années et a pour ambition de ramener beaucoup de gens au cinéma. Donc on va se poser la question, le film est-il à la hauteur de ses promesses? Cette critique va contenir une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme toujours, je vous indiquerai le moment où je commencerai à spoiler pour que ceux qui n'ont pas vu le film puissent me quitter. Les scénaristes et réalisateurs ont fait le choix de diviser l'œuvre d'Alexandre Dumas en deux parties afin de mieux traiter l'histoire et de ne pas bâcler certaines parties. La deuxième partie s'appellera Les Trois Mousquetaires Milady et sortira le 13 décembre 2023. C'est plutôt cool de ne pas avoir à attendre 3 ans la suite. Les deux films ont été tournés en même temps pour des raisons budgétaires et logistiques. Le tournage a duré 9 mois et réunit plus de 300 personnes pour un budget total estimé à 72 millions d'euros. C'est vraiment un immense, immense projet. Projet qui part de la volonté des producteurs et réalisateurs de ramener les gens au cinéma. En effet, la genèse des Trois Mousquetaires a lieu lors des confinements de 2020, quand beaucoup d'articles de presse annonçaient la mort du cinéma et la destruction de notre industrie par les grandes plateformes de streaming américaines. Ce projet se positionne vraiment comme une réponse à cet enjeu et il y a une vraie volonté de faire du cinéma un film de divertissement, de grand divertissement à la hauteur des productions américaines. Et pour ça, quoi de mieux que d'adapter une des plus grandes œuvres de la littérature française, mêlant combat épique, histoire d'amour impossible et intrigue politique alambiquée. Et pour tout vous dire, ça tient plutôt bien ses promesses. Je pense que ce qui sort le plus du film, c'est un immense travail. Tout a été très bien travaillé, avec une grande méticulosité et précision dans les détails. Les décors et costumes sont absolument incroyables. Ils ont fait le choix de tourner en plein air afin de maximiser l'authenticité, mais aussi de faire parler à la richesse de notre patrimoine, et aussi peut-être de faire quelques économies par rapport à une reconstitution complète en studio. On y voit des lieux célèbres de France comme le Louvre, les Invalides, Compiègne, Saint-Malo ou encore le château de Chantilly. La photographie aussi est à noter. On remarquera le ton sépia qui domine toute la couleur de l'image. Le réalisateur dit que c'est pour donner une impression d'ancienneté aux spectateurs, pour couper avec l'image ultra définie de nos smartphones ou télévisions. Le ton jaunâtre donne une image sale du film pour mieux représenter cette époque et la crasse qui s'y trouvait, mais aussi pour donner un aspect, une teinte abîmée, usée à l'image, afin de mieux retranscrire le fait que c'est un film historique. La bande originale, on voit la musique, est très mémorable et signée par Guillaume Roussel. Ce nom vous évoque peut-être rien, mais il collabore avec Hans Zimmer depuis 2010, donc ce qui est pas mal pour apprendre, et il a travaillé sur la BO de films comme Pirates des Caraïbes 4, Les Schtroumpfs ou encore Grâce de Monaco. En France, il a beaucoup collaboré avec Cédric Jiménez en signant la bande originale de plusieurs de ses films, comme La French, Bac Nord ou plus récemment Novembre. La bande originale des Trois Mousquetaires propose des thèmes qui restent en tête, mais réussit parfaitement à s'intégrer dans l'œuvre, se faisant oublier quand il le faut, pour ne former plus qu'un avec le film. Je trouve qu'un des points forts du film aussi, c'est vraiment les bruitages. Les coups de feu sont impressionnants, hyper forts et très originaux. On n'a pas vraiment l'habitude d'en entendre comme ça au cinéma, et ça m'a vraiment marqué. Le fracas du choc des épées et le bruit des sabots de chevaux sur le pavé donnent aussi de l'authenticité au film. Il y a aussi eu la volonté de travailler sur les dialogues afin de mieux coller à l'œuvre et à l'époque et renforcer la crédibilité de la reconstitution historique. Il faut noter que Dumas a écrit ses livres au milieu du 19e siècle. Les Trois Mousquetaires paraissent pour la première fois en 1844 pour être précis, mais l'intrigue se déroule 200 ans avant, à la fin des années 1620. Le français des livres n'est plus exactement celui de l'époque, et donc le film a cherché un compromis entre les deux périodes à mi-chemin entre ces deux siècles. Au début, les acteurs ont eu beaucoup de mal à trouver le juste équilibre pour bien le parler, en faire suffisamment sans en faire trop. D'ailleurs, les acteurs, le casting est vraiment cool, mais ça on en parlera plus dans la deuxième partie de la vidéo. Sur tous les aspects, on sent qu'il y a une volonté de rendre le film crédible et ça marche plutôt bien. Et bien sûr, le film propose des grandes scènes d'action et le réalisateur a fait le choix de tourner certaines d'entre elles en plan séquence. Mais un plan séquence, c'est quoi? Un plan séquence, c'est une scène tournée en une fois, sans coupe au montage, avec la même caméra. Donc en gros, c'est un seul plan.
Le but c'est d'offrir une sensation d'immersion au spectateur. On est au plus proche des personnages et on se bat à leur côté. Le cadrage est souvent porté à hauteur d'homme afin de renforcer cette impression avec des plans très serrés. Les personnages du film nous guident lors de ces combats filmés en plan séquence. J'ai bien aimé le premier combat entre les quatre mousquetaires et le garde du cardinal. On suit un mousquetaire dans son combat, puis un deuxième entre dans le champ, et c'est lui qu'on va commencer à suivre. Il devient le personnage principal, qu'on va suivre jusqu'à ce qu'un autre mousquetaire entre dans le champ, qu'on va suivre ensuite, et ainsi de suite. Donc c'est un effet de boucle assez intéressant. Et aussi, il faut noter la scène de l'attentat à la fin qui n'est pas dans les livres, mais c'est un ajout, mais c'est bien une scène historique. Le réalisateur dit que c'est pour faire écho aux attentats du Bataclan. Quand la panique se déclenche tout d'un coup et que c'est le chaos, ça va dans tous les sens et on ne sait plus quoi faire. La folie se déclenche vraiment en une demi-seconde et c'est vraiment ça ce qu'il a voulu retranscrire. Mais toutes ces scènes de combat sont au service d'une intrigue solide et non l'inverse. On n'a jamais la sensation qu'on cherche à nous enfumer en nous mettant plein la vue, comme dans certains films d'action qui ont un scénario un peu bancal mais des effets spéciaux incroyables. Les intrigues politiques sont au cœur du film et sont assez convaincantes, et le film ne commet jamais l'erreur de s'en détourner. Le ton du film est très sérieux, très premier degré, contrairement aux précédentes adaptations des Trois Mousquetaires. Mais le film sait aussi faire preuve d'humour quand il le faut. Par exemple avec la scène de torture exercée par Aramis vers le milieu du film, qui aurait pu paraître un petit peu brutale et gratuite si le ton du film n'avait pas changé pour cette scène. J'ai bien aimé aussi la fin, qu'on appelle cliffhanger, quand on termine un film par un moment de suspense pour tenir les spectateurs en haleine. C'est un véritable cliffhanger digne des plus grandes trilogies du siècle dernier, comme le deuxième épisode de Star Wars ou encore le deuxième livre du Seigneur des Anneaux, qui finissent mal, mais qui font monter l'attente des spectateurs vers une résolution qu'on espère heureuse. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie sans spoiler, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous avez aimé et que vous me quittez maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter et en parler autour de vous. Salut. Le film s'inscrit dans un contexte historique complexe et donc c'est très cool, ça permet de découvrir une partie de l'histoire de France qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les 4 matins, le début du XVIIe siècle et le règne de Louis XIII. Donc Louis XIII, c'est pas forcément le roi le plus connu, il est enclavé entre deux géants, Henri IV et Louis XIV. On découvre des personnages et événements historiques importants, forcément retravaillés pour les biens du film, comme Louis XIII, la reine Anne d'Autriche, le cardinal de Richelieu, le siège de La Rochelle ou encore la lutte entre catholiques et protestants. Et Louis XIII, c'est pour moi un des personnages les plus intéressants du film, brillamment interprété par Louis Garrel, qui est un super acteur. Au début, j'avais un peu de mal à savoir si il jouait mal un personnage fort ou bien un personnage faible, et c'est évidemment la deuxième option. Ils font passer le roi pour un bonnet totalement faible, au début par l'intermédiaire de son frère qui est beaucoup plus belliqueux que lui et qui lui reproche sa faiblesse et sa mollesse, puis par ses interventions qui se veulent pleines de sagesse et inspirées, mais qui sont en fait totalement débiles, notamment lors de la scène de rencontre avec les quatre mousquetaires. Si Louis XIII est considéré dans l'histoire comme un roi plutôt faible, la vérité est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il n'a pas eu une enfance facile, c'était le fils de Louis XIV, de Henri IV, pardon, qu'il aimait beaucoup, mais qui s'est fait assassiner quand il avait 8 ans. À la mort de son père, Louis XIII va se renfermer sur lui-même, développer des troubles de l'élocution, voire de bégaiement, et souffrir d'un manque d'affection. Et puis sa mère n'a rien arrangé du tout. Marie de Médicis prend la régence et tente de l'affaiblir. C'est pour ça qu'il va se reposer sur son premier ministre au début de son règne, car il est trop inexpérimenté pour gérer les affaires d'État. Et grâce à lui, il va pouvoir affirmer son pouvoir. Il y a du bon et du moins bon dans son règne, principalement marqué par la lutte contre le protestantisme, avec comme grand moment le siège de La Rochelle entre 1627 et 1628, le bastion des forces protestantes. Donc c'est l'époque où se déroule l'intrigue des Trois Mousquetaires et l'intrigue du deuxième film. Son règne aussi sera marqué par la création du corps d'armée des mousquetaires en 1622, qui existeront entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont des militaires armés de mousquets, de puissantes armes à feu à l'époque. Et aussi, il n'aura pas un mariage heureux avec sa femme, la reine Anne d'Autriche, avec qui il aura deux enfants, Louis XIV et Philippe d'Orléans. Le manque d'alchimie du couple n'aura bien sûr pas échappé aux spectateurs, car il n'y en a pas du tout. Donc ce roi a un caractère assez compliqué à comprendre. Son aspect timide et réservé lui ont donné une réputation d'homme faible, même s'il a su se montrer à la hauteur lorsque la situation l'exigeait, notamment dans la lutte contre la rébellion de certains nobles, ou la lutte contre le protestantisme, ou encore la défense des intérêts de la France à l'étranger, principalement contre l'Angleterre et l'Espagne.
La description que Dumas lui en fait ne lui rend pas forcément hommage. Le roi apparaît comme un monarque faible et époux jaloux, dans l'ombre de son ministre, sans détermination pour faire ce qu'il faut être fait. Et ça, c'est souligné par son frère au début du film, qui le traite ouvertement de faible, mettant en cause son indécision à entrer en guerre ouverte contre les protestants et à s'affirmer face aux rivaux européens. Son indécision est bien représentée à l'écran par de gros plans sur ses mains et ses doigts qui bougent. Sa décision à aller démonter La Rochelle à la fin du film ne montrerait-elle pas un début d'évolution de son personnage? L'autre grand personnage est évidemment le cardinal de Richelieu, interprété de manière très subtile par Eric Ruff, qui saisit bien tout l'aura de pouvoir de ce personnage. Il est défini par une grande intelligence et méticulosité, véritable génie politique et stratégique. Tous les coups sont préparés à l'avance et son visage et ses intentions sont toujours impénétrables, tel un joueur de poker qui ne montre jamais sa main. Et on a un parallèle avec ça, avec les scènes de conseils de guerre qui sont tournées telles des parties de poker, de manière très lente, avec des longs blancs afin d'en révéler toute la tension. Eric Ruff arrive particulièrement bien à interpréter ce personnage complexe de l'histoire de France et à s'imposer peu à peu comme l'antagoniste principal de l'œuvre. Et ce qui est partiellement faux historiquement, car le vrai Richelieu a semblé faire preuve d'une loyauté inconditionnelle envers son souverain, avec qui il a fini par développer de vrais liens d'affection. Le dernier personnage historique, c'est Anne d'Autriche, épouse du roi de France et éprise du duc de Buckingham. On a le thème shakespearien de l'amour impossible, qui peut briser des cœurs mais aussi des royaumes. On a gardé du personnage historique la victime d'un mariage politique. L'actrice Vicky Krieps réussit bien à retranscrire toute la fragilité émotionnelle de son personnage, tiraillé entre son amour et son honneur, son devoir et son bonheur. Et c'est exactement cette faiblesse que va exploiter le cardinal par l'intermédiaire de son espionne afin de la décrédibiliser pour convaincre le roi d'entrer en guerre contre les protestants et ainsi mieux renforcer son emprise et son influence sur le faible monarque. La scène du piège de Val-de-Grâce est une des plus importantes de son intrigue et il y a une volonté de la réalisation de surtout filmer l'action du point de vue de la reine qui se retrouve avec un couteau entre les mains pour la première fois de sa vie. Et c'est vraiment ça ce qui rend la scène unique. Des combats d'épée, on en a vu des centaines au cinéma, mais une reine devant se battre pour la première fois de sa vie pour survivre un peu moins. Donc c'est bien qu'on cherche à mettre en lumière ça plutôt qu'à nous endormir avec un énième combat qui aurait pu paraître un peu plus vide et fade. Donc maintenant, place au personnage fictif, tout saut en couleur, qui donne vie à l'œuvre. Donc on a D'Artagnan bien évidemment, joué par François Civil. Il est bon, j'aime beaucoup cet acteur et il dégage toujours une sorte d'énergie. Mais après, j'ai pas trouvé que c'était forcément le meilleur, même si c'était le personnage principal. Après, il colle plutôt bien aux caractéristiques du personnage, arrogance, fierté, franc-parler, enthousiasme et un brin charmeur. En vrai, quand on regarde bien, il est quand même parfaitement bien casté. Après, il est peut-être un peu vieux. Le vrai D'Artagnan est censé avoir 18 ans au début de l'œuvre, et donc c'est un petit peu moins crédible quand on essaye de le faire passer pour un jeune naïf, un jeune premier. À 30 ans, on l'est quand même un petit peu moins. Un des points négatifs du film, j'ai trouvé que c'était l'histoire d'amour qui aurait pu être mieux écrite. On a un dialogue très faible et peu d'alchimie. On a l'impression que l'équipe du film s'est dit ok, il est charmant, donc fais du forcing en souriant et ça va passer. Même si son côté bourrin est une caractéristique de son personnage, un peu de subtilité, de finesse aurait été apprécié. Du grand cinéma, ça passe aussi par une grande histoire d'amour. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on est passé à côté de ça. Bien sûr, l'antagoniste du film, Mediadid Winter, interprétée par Eva Green. Eva Green est bien dans ce rôle mystérieux et sensuel, une espionne qui cache son jeu. Elle a bien la tête de l'emploi, comme un serpent tapis dans l'ombre et prêt à mordre, qui sait endormir les soupçons grâce à ses charmes et les talents de manipulation, qui lui permettent par exemple de ravir les ferrets au comte de Buckingham. Et le meilleur pour moi c'est Athos, interprété par Vincent Cassel, le thème de l'homme brisé par des remords et un passé qu'il a du mal à se pardonner et qui noie ses chagrins dans l'alcool. C'est le mousquetaire avec qui on passe le plus de temps et avec qui on prend le temps de construire un background, un passé, afin de lui en donner de l'épaisseur. Il a le droit à un moment seul à seul avec notre personnage principal, D'Artagnan, et Vincent Cassel excelle vraiment dans ce moment d'évocation de son passé. On se doute facilement que la femme dont il parle lors de son récit est Milady de Winter, impression renforcée par leur bousculade nocturne, alors qu'elle cherche à s'enfuir du bal du comte de Buckingham. Elle est stoppée par Athos qui perd ses moyens en la voyant et elle en profite pour s'enfuir. Et puis ça me permet de mieux expliquer le fait que ce soit Athos qui soit au cœur du complot au début, quand il a assassiné une femme. Je comprenais vraiment pas à quoi ça servait de l'incriminer lui, une légende vivante et soutenue par un ordre militaire aussi puissant que les mousquetaires. Le fait
Le simple fait qu'il soit un protestant, c'était un petit peu trop léger pour moi. Et le fait que ce soit une vengeance personnelle, ça amène tout de suite un petit peu plus de saveur. On se doute que le deuxième film mettra l'accent sur cette histoire. Pour ceux qui pensent qu'elle est morte, sachez que le deuxième film s'appelle Les Trois Mousquetaires Milady. Après, peut-être que le second film se passe avant le premier, qui sait. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la résolution de cette intrigue. Je vais la faire assez courte pour Porthos et Aramis qui ont peu de temps d'écran, et ce qui est carrément dommage au vu de la qualité du casting. J'ai vraiment bien aimé Romain Duris dans le rôle d'un dandy coureur de jupons. C'est comme s'il était né pour ce type de rôle, et la scène de la torture est particulièrement drôle. Sa répartie est juste, comme celle de Porthos, défendant son ami quand D'Artagnan s'insurge contre la pratique de la torture. On n'en voit pas assez et j'espère qu'on en verra plus lors du deuxième film. Voilà, c'est terminé pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à parler autour de vous. Au revoir.